Du coup, on va pouvoir démarrer cette session. Je vais demander à Hugues Deniel de bien vouloir allumer sa caméra. Hugues Deniel qui est administrateur de la CRES Hauts-de-France et qui va introduire ce webinaire. Hugues, tu es Je peux y avec aller? nous? Tu peux y aller, Oui, Hugues. je ne sais pas, vous me voyez, vous m'entendez? Christian, vous m'entendez? Oui, on Allô? on t'entend, Hugues. Tu peux y aller. Je peux y aller? Bon, ben, bonjour à tous. C'est marrant de voir toutes ces petites cases avec vos photos et vos initiales. Il aurait été préférable pour moi de vous avoir en face de moi, mais c'est les circonstances du moment qui, j'espère, ne vont pas durer trop longtemps. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle donc Hugues Deniel et j'interviens avec en préambule de cette réunion. J'interviens avec une double casquette. Je suis à la fois référent, donc je suis à la fois membre de la CRES et au bureau, et je suis référent fondation. Et de l'autre côté, ma casquette, c'est je suis engagé à la Fondation de France dans les programmes qu'il développe sur le territoire. Donc voilà, donc j'ai ce double regard et c'est à ce titre que je vais commencer la réunion. Alors je vais tout d'abord, pour bien planter le décor, dire en préambule, de bien rappeler que la CRES aujourd'hui, et hier, mais encore plus aujourd'hui, recoupe toutes les facettes de l'économie sociale. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur un territoire qui est très très large, puisqu'on on parle des coopératives, on parle des mutuelles, on parle de l'insertion, on parle de tous les acteurs du médico-social, du sanitaire, et on a les fondations. J'en ai sûrement oublié au passage, mais pour vous dire que la palette est très large. Ce qui explique que la multiplicité des collèges qu'il y a à la CRES, de telle sorte qu'on puisse à la fois remonter les informations de terrain et partager et mettre la CRES vraiment au cœur du réacteur de l'économie sociale. Et dans les collèges qu'il y avait, enfin qu'il y a et qu'il y avait, il y a les fondations. Alors les fondations, faut le dire au début à la CRES, il y a quelques années, comme dans un temps encore récent, les fondations étaient un peu un embryon. Il y avait d'abord peu d'adhérents, hein, il y avait la Massif au départ qui était là dès le départ, puis d'autres fondations. Donc, mais c'était un embryon, elles participaient, mais chacun avait la reconnaissance réciproque de l'activité de l'un et de l'autre, et chacun avait la volonté de mener des projets communs, mais c'était, je le dis, à l'état embryonnaire. Puis il y a la loi Hamon qui est passée qui s'est mise en partition il y a quelques années. Et en côté des fonctions régaliennes qu'a la CRES, qui est l'animation de réseau, la mise en participation des politiques économiques et sociales et l'accompagnement juridique et social, il y a eu une double volonté qui a été incarnée par la présidente et le bureau et l'équipe des salariés, c'est d'avoir une transversalité beaucoup plus poussée, parce qu'il y a une chose qui me frappe, moi qui ne suis pas issu de l'économie sociale, même si je la connais bien en travers de mes mandats, je trouvais que c'était la vocalisation. Les gens travaillaient en silo ou en bocaux et se parlaient seulement quand ils étaient un peu collés à une réalité ou qu'ils devaient réfléchir, dans le cadre d'une politique qui avait été définie par la région ou le département. Donc cette nécessité de transversalité, ce mot-là pour moi à mes yeux est très fort. Et la deuxième chose, c'est faire preuve d'innovation et d'anticipation, parce qu'aujourd'hui, avec un environnement qui bouge très vite, très très vite, et pas toujours dans le sens que l'on veut, le fait de faire preuve d'innovation et d'anticipation est une nécessité. Alors,
le fait de deux éléments, le fait d'être référent au niveau de la fondation, pour moi, c'est d'abord le fait d'accueillir au niveau de la CRES les nouveaux adhérents pour identifier, je parle des fondations, d'adhérer leurs attentes et leurs besoins. Il faut savoir qu'il y a une montée en puissance de la création de fondations, alors des fondations dédiées, des fondations familiales, des fondations d'entreprise, et sur la Fondation de France, qui est celle pour laquelle tout le monde, enfin beaucoup de fondations se mettent en égide, sous l'égide de la Fondation de France. J'explique que c'est une preuve, une garantie de sérieux, à la fois dans l'objet, à la fois donc dans le suivi des actions et l'allocation des ressources. C'est donc le fait d'avoir été référent, donc le fait d'être à la CRES au bureau et de partager les réalités du bureau et des acteurs, et le fait d'avoir au niveau les fondations qui avaient leur périmètre qui grandissait, tant en nombre qu'en qualité. Deuxième, c'est le fait aussi, j'ai tout attaché, le fait d'avoir placé le territoire au cœur du réacteur pour rapprocher les acteurs. Parce que je pense que l'objectif d'aujourd'hui, et vous en êtes tous des acteurs locaux, c'est de partager en considération. J'ai quelqu'un qui parle en même temps, je suis désolé. Car l'objectif partagé est de prendre en considération les réalités de terrain et de faire preuve de réalité, de trouver des solutions pertinentes. Et je pense que la notion de territoire à ce niveau-là est pour moi primordiale. Alors aujourd'hui, je veux vous sensibiliser en introduction au rôle et à l'impact des fondations, qu'elles soient des fondations dédiées, que ce soit la Fondation de France, que ce soit des fondations d'entreprises, de mutuelles. C'est dans le cadre de l'économie sociale, la montée en puissance des fondations, je pense que ce n'est pas qu'un élément conjoncturel qui est lié aujourd'hui à un contexte particulier que nous vivons. Je pense que c'est un élément structurel. Et pour éclairer mon propos, je donnerai plusieurs pistes. La première chose, c'est le décryptage et la compréhension des enjeux. C'est-à-dire qu'on télescope à la fois des grandes causes nationales au niveau des fondations ou les fondations dédiées ou des fondations thématiques. Il y a des fondations qui sont sur des thématiques très précises et se mettent et télescoper et se mettent en interface avec des projets qui sont portés par des associations régionales ou locales. Vous voyez, donc il n'y a pas que le national qui défend des grandes actions, il y a des actions, il y a des fondations qui recherchent des actions locales et régionales. Donc ça, c'est le télescopage de deux réalités d'aujourd'hui. La deuxième chose, je peux vous en donner un exemple très précis, parce que vous allez me dire, oui, c'est une grande phrase, je peux vous en donner un exemple très précis. Dans mes autres mandats que j'ai aujourd'hui, je suis président de la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS. La FAS, à un moment, s'est trouvée confrontée à une problématique de sensibilisation des enfants de porter un masque à la maison. Et c'était bien sûr pour des publics difficiles ou des gens qui étaient en précarité, et l'enfant était un vecteur de communication, en plus de protection et de communication. Bon, l'idée était belle et généreuse, donc on a été plusieurs acteurs adhérents à la CRES à se poser cette question, et on a été chercher la Fondation de France. Et la Fondation de France, ce qu'elle a trouvé très intéressant, elle a alloué une somme tout de suite, non négligeable. Ce qu'elle a trouvé intéressant, c'est à la fois protéger les publics et à la sensibiliser les publics. Parce que les enfants, on leur donnait une formation, une sensibilisation au travers des travailleurs sociaux, et on leur avait affecté un gel, des masques et un tampon qu'on leur mettait, vous voyez, un truc tout bête, un tampon qu'on mettait sur la main de l'enfant, et que quand il rentrait le lendemain matin de chez lui, que si le tampon était toujours neutre, mais ça veut dire qu'il n'avait pas fait les gestes barrières, il ne s'était pas lavé les mains et autres. C'est un truc tout bête, c'était un kit qu'on avait monté, ça a été monté en 15 jours, et on a pu ainsi donner des gels, des masques et ce tampon dont je viens de vous parler à 8000 enfants de la région Hauts-de-France. Voilà un exemple de télescopage d'une action locale et d'un financement local au travers d'une fondation. Je dis la Fondation de France, sur d'autres fondations, bien sûr. La deuxième chose, c'est la complémentarité des compétences.
C'est-à-dire qu'on a et des expertises. Ça veut dire qu'on fait une analyse croisée des problèmes. Dans mon jargon, c'est la théorie des 4 œufs. On a un projet, on monte un projet, le fait de le confronter avec une fondation qui doit rendre des comptes, bien sûr, à ses donateurs. On n'entend plus rien. Allô, est-ce qu'il y a encore quelqu'un sur la réunion? Alors là, vous m'entendez? Oui, on t'entend de nouveau. Oui, on vous entend. On t'entend, Hugues, c'est bon, tu peux continuer. Voilà, Par contre, pour les participants à la réunion, on a bien précisé de couper les caméras, de couper les micros. Donc, si vous avez la possibilité de bien tout désactiver et d'éviter les conversations parasites, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse bien entendre. Merci. Bon, écoute, je ne sais plus où j'en étais. Je pense que j'étais dans la complémentarité des compétences. Alors, j'espère que tout le monde a entendu mes propos. Bon, donc je reviens à complémentarité des compétences et des expertises. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le recensement des besoins et l'identification des maillons de la chaîne de valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il arrive par moment que les fondations ont des sommes à allouer vis-à-vis de public, mais n'arrivent pas toujours à bien flécher, les actions. Et là, c'est le rôle des associations, membres de la CRES, qui, eux, sont garants du professionnalisme de leur accompagnement. Donc là, c'est donc le troisième point, le recensement. Quatrième point, c'est l'exploration de domaines nouveaux et la traduction en réponses innovantes. Là, aujourd'hui, vous voyez, dans le cadre du plan pauvreté, je pense que certains d'entre vous sont associés à la réflexion qui sont menées par les pouvoirs publics au niveau du plan pauvreté, puisqu'on a une interpellation forte. Le fait d'avoir toutes les associations qui répondent aux questionnements aux questionnements qui sont posés par les pouvoirs publics et de pouvoir se faire accompagner par moment, par exemple pour les gens qui décrochent au niveau pour les enfants qui décrochent par exemple au niveau de l'enseignement ou d'adultes qui décrochent au niveau du monde de l'emploi, là les réponses peuvent être apportées financièrement par des fondations dédiées. Donc vous voyez, donc ces domaines nouveaux, il peut y avoir des réponses qui soient vraiment bien adaptées. La quatrième chose, c'est l'effet fédérateur. L'effet fédérateur aussi des fondations. Parce que quand une fondation, parce que les relations entre fondations sont excellentes, elles sont bien identifiées au niveau de leur projet. Et donc, quand une fondation est interrogée et que ça échappe à son domaine d'activité, elle se rapproche d'une autre fondation en demandant un coup de main. Quand c'est la Fondation de France, c'est encore plus facilité, puisqu'elle connaît bien tous les périmètres. Et la dernière chose, et non négligeable, c'est l'effet de levier financier. L'effet de levier financier. Parce que je pense qu'à côté des financements que vous recherchez ou que vous avez au travers de subventions ou de financements, au travers de l'accompagnement des établissements bancaires, je pense qu'avec les fondations, il n'y a pas ce que j'appelle, il y a les financements hybrides. Alors, le financement hybride, c'est à la fois avoir ou une somme qui est allouée, ce qui est important, mais aussi on peut avoir des ressources qui soient données en termes de matériel, par le biais justement des transversalités qu'il peut y avoir. Il peut y avoir du mécénat de compétences ou du bénévolat de compétences. Alors, quelquefois, vous avez des structures qui ont besoin d'un accompagnement qui ne soit pas seulement financier, ou qu'il l'est parce qu'il n'y a pas les moyens de se payer la compétence, mais le fait de se dire, tiens, j'ai besoin par moment de la compétence de quelqu'un en RH, en ressources humaines, ou du contrôle de gestion, ou d'un comptable, vous voyez, 4-5 heures, une fois par mois. Et c'est là où des fondations qui ont des compétences internes peuvent venir donner ce coup de main qui est important. Donc cet effet de levier, il est important. Et l'effet de levier, il est important aussi parce que quand une fondation arrive dans un dossier, c'est une preuve souvent
pour des partenaires financiers d'un sérieux, et c'est un gage de réussite pour des dossiers. Les partenaires bancaires peuvent se dire, au vu de l'engagement qui est pris par ces fondations, ça veut dire qu'ils ont étudié leur dossier, ils doivent rendre des comptes à leurs donateurs, donc c'est quelque chose de sérieux, donc on peut y aller. Si je tiens à ce raisonnement, dans ma vie antérieure, j'étais banquier. Donc je peux vous le dire, quand je voyais les fondations apparaître, pour moi, c'était un gage de réussite et un gage de sérieux. Un exemple que je vais vous donner, qui est nouveau et avant de conclure, c'est, et qui va vous interpeller, qui montre l'exemple des fondations. C'est ce que j'appelle les fondations territoriales. C'est un sujet qui me tient fort à cœur et que j'anime à la fois à la Fondation de France, à la fois avec d'autres fondations et à la fois au bureau de la CRES dont je suis membre. C'est quoi une fondation territoriale? Il en existe déjà plusieurs. Si vous voulez aller voir sur Internet, c'est par exemple la Fondation des Lumières qui est dans le bassin minier. Il y a la Fondation Opale qui est à Boulogne. C'est quoi une fondation territoriale? Et c'est là où vous voyez tous les acteurs qui se mettent autour de la table, et c'est facilité par la CRES au passage de par les mandats des uns et des autres. C'est un tour de table où on met autour de la table des bailleurs sociaux, des entreprises, des associations, voire des artisans, et on travaille sur un secteur géographique dédié. Une fondation territoriale, pour vous donner une échelle, c'est 200 000 euros de capital sur 5 ans. Donc ça veut dire que chaque année, sur 4 ans, ça veut dire que chaque année, il faut amener 50 000 euros. 50 000 euros, quand vous voyez le nombre d'adhérents qui peuvent aller, ça va très vite. Mais après, il y a l'effet de levier qui est joué par d'autres personnes qui rejoignent la fondation territoriale. Et là, on est dans une relation gagnant-gagnant, puisqu'on flèche avec les associations locales des actions portées par des acteurs locaux. Donc, c'est une double valeur significative, c'est que le donateur sait à qui il donne, et il donne en plus en proximité sur des actions que les salariés de l'entreprise, du bailleur social ou de l'association peuvent tout de suite reconnaître, puisque ça touche à des préoccupations de leurs proches, de leurs amis, ou tout simplement de leur village ou de leur bourgade. Donc ça, c'est quelque chose qui monte en puissance dans les fondations territoriales. On en a à peu près 5-6 à l'étude aujourd'hui. Donc voilà un secteur justement sur lequel on travaille beaucoup et où la Fondation de France et d'autres fondations sont associées avec la CRES. Alors, vous avez un guide qui va être présenté tout à l'heure, vous l'avez sûrement découvert déjà, qui est le guide des fondations. C'est là où la CRES joue pleinement son rôle de facilitateur, puisque je pense qu'avec ce guide que je connais bien, j'y ai contribué. C'est une magnifique boîte à outils à l'initiative de vous tous, et ce qui permet, de bien construire votre projet, 2, de gagner du temps dans vos démarches, 3, d'éviter des écueils classiques que l'on voit quand on monte des dossiers de terrain, et 4, c'est surtout de taper aux bonnes portes et de ne pas faire 10 dossiers, c'est de dire tout de suite, oui, là ça rentre dans le cadre, non, là ça rentre pas dans le cadre, c'est gagner beaucoup de temps. Je pense qu'en conclusion, je vais dire qu'il y a un état d'esprit nouveau. Je parle à la fois sur l'économie sociale et à la fois au niveau des fondations. Parce que je pense que dans la situation d'aujourd'hui, la perception renforcée du modèle associatif dans l'environnement est fort. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans beaucoup de domaines puisque les associations, pendant le Covid, ont dû être présentes là où les pouvoirs publics, par moment, ont fait défaut. On fait défaut par manque de moyens, par manque de visibilité, par manque de concertation. Et là, les associations étaient là, le monde associatif était là, avec des moyens financiers, bien sûr, qui leur manquaient par moment. Et en face, donc, on a cette montée en puissance donc, du monde associatif dans ce domaine-là, mais une montée en puissance aussi dans des nouveaux modèles économiques. Des modèles économiques qui, à côté du médico-social, sont du domaine de l'environnement, de l'économie circulaire et bien d'autres domaines que vous connaissez bien et que vous représentez tous. Et en face de ça, vous avez des fondations qui ont une volonté accrue en dehors de leur cause nationale. Vous connaissez les grandes causes nationales de la Fondation de France, de la Massif
et autres. Vous connaissez leurs grandes causes, hein, qui sont les recherches, la lutte contre l'illettrisme. Mais à côté, il y a une volonté accrue des donateurs, d'une part, de flécher leurs actions, parce qu'ils ont besoin de rendre compte à leurs donateurs en disant ben voilà ce que l'on a fait en territoire, et deuxièmement, de privilégier la proximité. Voilà. Voilà ce que je voulais dire en introduction. C'est un beau challenge qui est en cours et qui sera encore amené à se développer. Je vous remercie de votre attention et je ne sais pas comment on fonctionne. Est-ce qu'on met les questions à la fin ou je réponds tout de suite? Je suis à votre disposition. Merci encore. Merci Hugues pour ton intervention en introduction. Alors dans le chat, effectivement à ce moment-là, il n'y a pas de questions, mais on y reviendra tout à l'heure si nécessaire. Vous avez bien compris, hein, que les fondations ont un rôle de plus en plus important auprès des autres structures de l'ESS dans le montage et le financement des projets, et pas uniquement sur le financement, mais aussi sur de l'appui technique. Donc voilà, un acteur non négligeable. Et donc au niveau de la CRES, pour revenir au sujet qui nous réunit aujourd'hui, on a travaillé il y a quelques années déjà, hein, c'était à la fin des années 2000, enfin oui, les années 2000, oui. On était aux alentours de 2008-2009. On a sorti un premier guide des fondations qui a très bien fonctionné et qui était encore demandé jusqu'à l'année dernière, avec forcément un contenu qui était obsolète, un contenu qui n'était plus du tout à jour. Et donc, on a profité de l'arrivée de notre collègue Tristan Lemège, qui va vous présenter ce guide. Donc, Tristan, je t'invite à activer ta caméra. Donc, on a profité de l'arrivée de Tristan pour actualiser ce guide, lui donner une nouvelle fraîcheur, et donc vous proposer une version qui est sortie là en tout début d'année 2021. Donc pour lequel vous allez avoir un certain nombre d'explications et des témoignages suite à la présentation de Tristan. Donc un témoignage de l'association Tandem Immobilier, qui est une agence immobilière à vocation sociale, et de la fondation Massif, représentée par Patrick Marten aujourd'hui, qui va présenter la fondation, ce mode de fonctionnement et comment elle peut soutenir le monde de l'ESS à travers ses projets. Donc Tristan, je vais démarrer la présentation, je te laisse prendre la parole, c'est à toi de jouer. Ouais, je te remercie. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter l'une des dernières productions de la CRES, l'édition 2020 du Guide des fondations. Je précise que ça a été réalisé dans le cadre d'un soutien de la région Hauts-de-France, de la préfecture de la région Hauts-de-France, mais également de la Fondation Massif qui va intervenir après. Je vais vous donner tout d'abord quelques éléments de contextualisation, sans forcément répéter ce que Stéphane a dit, puisque effectivement, il y a eu un premier guide des fondations il y a presque 10 ans, qui avait été produit par la CRES Nord-Pas-de-Calais, donc avant la fusion des régions, qui avait été élaboré dans un autre cadre de partenariat, puisque c'était avec l'URSSEN et le CROSS, et qui avait déjà pour vocation d'être un outil d'aide à la demande de financement pour les associations, dans le cadre de l'élaboration de leur stratégie de mécénat. Donc, comme Stéphane l'a dit, c'est un guide qui a été demandé au cours des années qui ont suivi la publication pour savoir s'il y avait une réédition ou s'il en existait une. Donc, ça nous a permis d'identifier qu'il y avait un réel besoin de la part de l'ensemble des acteurs de l'ESS d'avoir une connaissance plus fine des fondations et de leurs modalités d'intervention. Donc, c'est l'année dernière qu'on a décidé de l'actualiser en le repensant et en l'adaptant aux nouveaux besoins. Avant de continuer un peu sur la contextualisation, justement, parce que je vois qu'il y a une question sur le chat, je vous envoie le lien pour le télécharger. Il est disponible sur la plateforme ESSHDF dans la rubrique des outils financiers. Donc, je vous ai transmis le lien sur le chat. Donc voilà, pour continuer sur la contextualisation, ce guide, il se veut de répondre à la nécessité pour les entreprises de l'ESS de diversifier leurs sources de financement pour faire face aux multiples impacts de la crise sanitaire, notamment lors de laquelle de nombreuses structures ont été et sont toujours en première ligne. Donc, comme on a pu le dire et comme Hugues a pu le dire, il y a un besoin croissant d'hybridation des ressources et les structures de l'ESS, elles doivent s'orienter vers de nouvelles sources de financement afin de consolider leur modèle d'économie économique d'utilité sociale,
et pour pouvoir pérenniser leurs actions. Donc, à travers ce guide, en fait, on essaye de faciliter l'identification et la mobilisation d'autres financeurs qui pourront soutenir les actions des structures de l'ESS dans une démarche partenariale. Donc, Stéphane, je pense que tu peux avancer de quelques slides. Encore une, je pense. Voilà. Donc, ce guide, il se veut être un outil à destination des acteurs de l'ESS pour les accompagner dans leur levée de fonds et pour leur permettre d'identifier rapidement les fondations qui sont susceptibles de les soutenir et qui correspondent à leurs besoins et leurs attentes. Donc ça va se faire à travers des éléments de méthode sur lesquels je vais revenir un peu plus en détail, donc notamment des rappels des enjeux du mécénat, des typologies de fondation, une présentation d'outils d'appui à la stratégie de mécénat, et également fiches descriptives de fondations nationales et régionales qui interviennent sur le territoire des Hauts-de-France. À travers la réactualisation du guide, on souhaitait notamment permettre aux acteurs de l'ESS de disposer d'informations plus récentes sur la stratégie qui était mise en place par les fondations, donc les thématiques et les grands axes d'intervention, mais également sur les mesures de soutien qui en découlent afin de favoriser l'émergence de nouveaux partenariats. Pour finir avec cette contextualisation, le guide des fondations il s'inscrit dans la continuité des travaux de sensibilisation et de valorisation des outils financiers qui ont été menés par la CRES depuis 2 dernières années, notamment avec la création d'une rubrique dédiée aux outils financiers sur la plateforme ESS-HDF, sur laquelle je vous ai renvoyé, dans laquelle vous pourrez trouver en fait un ensemble de dispositifs financiers qui sont mobilisables sur le territoire, notamment par le pôle de la finance solidaire, comme France Active, la NEF, Autonomie et Solidarité, mais également des aides publiques qui existent, qui émanent de l'État, de la région, mais également des différentes collectivités. Maintenant, on va peut-être entrer un peu plus en détail dans la structure du guide. Il faut savoir qu'il est composé en 2 grandes parties. Une première partie qui va reprendre des éléments de méthodologie et de pédagogie, et une deuxième partie qui va être consacrée aux fiches fondations. La première partie, vous allez trouver des informations déjà liées au mécénat. Donc, pour comprendre qu'est-ce que c'est le mécénat, comment on le définit juridiquement, quelles sont ses différentes formes, puisqu'il existe différentes formes de mécénat, le financier, en nature, de compétences, mais également les critères qui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier du mécénat. Ensuite, vous allez pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec toute une partie, avec des éléments qui vont vous permettre de comprendre ce qu'il y a derrière le terme de fondation. À travers une description des fondations par leur nature, puisqu'il existe des fondations qui sont généralistes et des fondations qui sont sectorielles, par leur statut, puisqu'il existe différents types de statuts de fondation, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations abritées, les fondations d'entreprise, mais également, et c'est peut-être le point sur lequel je vais le plus insister, sur leur mode opératoire, puisqu'il existe 2 types de modes opératoires pour les fondations, celles qui sont distributives, c'est-à-dire qui vont financer des activités ou des projets, et celles qui sont opératrices, c'est-à-dire qui vont réaliser directement leurs propres actions. Donc, je précise qu'elles peuvent être les 2 à la fois, mais dans le guide, c'est expliqué, vous allez bien pouvoir comprendre. Aussi, il y aura une partie avec des conseils un peu plus stratégiques sur les préalables pour solliciter une fondation. Donc, quelles sont les questions à se poser? Comment on vérifie que sa structure est éligible au mécénat? Quels sont les points d'attention qui permettent de définir vos besoins et vos attentes? Donc, par exemple, quel soutien je recherche? Quelles dépenses j'ai besoin de financer? Est-ce qu'en plus du soutien financier d'une fondation, j'ai besoin d'un accompagnement? Et enfin, il y a quelques conseils un peu plus techniques sur l'instruction du dossier auprès des fondations. Quels sont les axes à valoriser et à développer dans le cadre d'une demande de financement? Comment on présente sa structure, son organisme et son projet? Et avec une attention particulière aux pièces justificatives qui sont en général demandées lors de l'instruction des demandes. Je pense par exemple à la déclaration au journal officiel, l'extrait de cabis pour les sociétés, un rapport d'activité, un compte de résultats, etc. Et enfin, pour clore cette partie sur la méthodologie, on va vous présenter un outil qui pourra venir en appui de vos recherches dans la construction de votre stratégie de mécénat, qui est la plateforme Appel à projet, qui est une plateforme qu'on anime en région avec le mouvement associatif et la Maison des associations d'Amiens. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous pourrez trouver en fait un ensemble d'appels à projets, d'appels à manifestation, de concours et de dispositifs de mécénat qui sont mobilisables au niveau de la région des Hauts-de-France. Donc, ça ne concerne pas uniquement les fondations, puisqu'il y a également des émetteurs qui sont des pouvoirs publics, des organismes institutionnels et des financeurs privés, mais ça vous permettra de vous tenir au courant et de faire une veille en fait, sur les différents appels à projets qui existent en région. Maintenant, je vais rentrer un peu plus en détail sur la deuxième partie du guide, qui est consacrée aux fiches fondations. Donc, ça va se construire à travers un sommaire dans lequel vous pourrez en fait identifier très rapidement les champs d'intervention des fondations qu'on a classés comme tels, en fait, vulnérabilité,
précarité, culture, éducation et sensibilisation et environnement. Puis dans chaque fiche, donc ça va être la slide suivante, je pense, vous allez trouver en fait 5 encarts qui vous permettront de rapidement identifier la fondation, ses modes d'action ainsi que les modalités de soutien qu'elle propose. Le premier encart, ça va être un encart de présentation dans lequel vous allez trouver une description de la fondation avec son statut juridique, son champ d'intervention, ses secteurs d'intervention et sa zone d'intervention, mais également les bénéficiaires des projets soutenus. Pour comprendre, est-ce que la fondation cible en particulier, je ne sais pas, les personnes précaires ou les jeunes, etc. Le second encart, lui, il va concerner l'éligibilité des projets afin de vous assurer que vous puissiez être soutenu par la fondation concernée. Tout d'abord avec le statut juridique des organismes qui sont susceptibles d'être éligibles à une aide financière, le territoire d'intervention, le type de projet soutenu, est-ce que la fondation soutient des projets ponctuels ou des activités pérennes, et avec des critères de sélection un peu plus précis. Sur la slide suivante, on découvre les 3 derniers encarts. Le troisième encart, il va préciser le contexte de l'aide avec des éléments généraux, donc le nombre de projets soutenus dans l'année par la fondation, ainsi que le budget moyen par projet soutenu. Et ensuite, le troisième encart, il va préciser les modalités de soutien. Donc, est-ce que la fondation, elle fonctionne par appel à projet? Donc, est-ce que c'est un appel à projet ponctuel ou un appel à projet permanent? Est-ce qu'elle finance hors appel à projet? Quelles dépenses elle finance? Le fonctionnement, l'investissement et pour quel montant? Le quatrième encart, lui, viendra donner des détails sur l'accompagnement, puisqu'il faut savoir qu'en dehors de l'aide financière, certaines fondations assurent un suivi, voire disposent d'un accompagnement pour les porteurs de projets. Donc cet encart viendra préciser le type d'accompagnement. Est-ce que la fondation accompagne au niveau du partenariat, au niveau opérationnel ou au niveau stratégique? Et enfin, le dernier encart, il va permettre d'illustrer un peu tout ça, puisque la fondation présente l'exemple d'un projet qui a été soutenu. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour du guide des fondations. Je précise juste que le guide va être actualisé au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'au cours des mois qui vont suivre, on va ajouter progressivement de nouvelles fondations dans le guide. Donc, il ne faut pas hésiter à le consulter régulièrement pour voir s'il n'y a pas eu de nouveaux ajouts. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Tristan pour cette présentation complète du guide. Alors, donc vous voyez, on est sur un outil qui se veut très pédagogue, qui est très synthétique aussi dans son contenu, de manière à ce que vous puissiez vous orienter assez facilement à travers les différentes rubriques. Comme Tristan l'a dit, effectivement, c'est un guide qui va s'actualiser au fil de l'eau. On est sur un outil qui est une version numérique. On n'a pas de version papier de ce guide, comme ça avait pu être le cas sur la précédente édition. Et donc là, on va fonctionner fiche par fiche avec une actualisation, avec des fondations qui vont être identifiées petit à petit. Et donc vous aurez ces informations en consultant directement le guide sur la plateforme ESSHDF ou à travers une communication qui pourra être faite via la newsletter de la CRES Hauts-de-France. Dans le chat, juste avant de passer à la question du chat, évidemment, je veux remercier la Fondation Massif, parce que parmi les partenaires qui nous permettent de réaliser ce travail, effectivement, on a nos partenaires historiques, principaux, qui sont l'État et la région, comme financeurs de la CRES, mais là, sur cette action bien spécifique, la Fondation Massif a tenu à apporter son soutien pour la réalisation du guide, parce que la Fondation était consciente de l'intérêt de cet outil pour les acteurs de l'ESS, que c'était un volet structurant pour les acteurs de l'ESS. Donc voilà, on les remercie grandement. Et si vous avez cet outil devant vous, c'est en partie grâce à la Fondation Massif et en très grande partie grâce au travail de Tristan qui a passé pas mal de temps à l'élaborer et qui en a fait un outil très, très qualitatif, vous le verrez par vous-même. Donc dans le chat, j'ai identifié 2 petites questions. Donc une sur l'accès au mécénat. Donc est-ce qu'il est possible pour des entreprises de type EURL labellisées ESUS
Et une deuxième question concernant le mécénat lorsqu'on en est une association. Mais effectivement, Patrick Rosenfeld, qui s'y connaît très bien sur le sujet, a apporté une réponse très simple. Effectivement, pour pouvoir être mécéné, il faut être d'intérêt général et seulement certains statuts d'entreprise peuvent être d'intérêt général. Donc, ce sont les associations, des fondations en elles-mêmes et des fonds de dotation. Une URL, même avec un agrément ESUS, ne peut pas être mécénée et bénéficier des fonds d'une fondation. Hop. Donc du coup, le PowerPoint, effectivement, vous aurez toute la matière par mail hein, suite à la rencontre. Hein, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, toutes ces personnes vont recevoir le lien vers le guide et vers les différentes ressources qui ont été évoquées, hein, le site appelaprojet.org et la présentation qui est diffusée sous vos yeux. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Du coup, je vais passer à la partie suivante et donner la parole à Madame Pinault et Madame Noyel de Tandem Immobilier, donc une structure qui est basée dans le département de l'Oise et qui a bénéficié du soutien de la Fondation Massif pour le développement d'une de ses activités. Madame Pinault, Madame Noyel, si vous avez la possibilité donc d'activer vos micros et vos caméras pour ce temps, c'est à vous pour les prochaines minutes. Bien, mais écoutez, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter l'agence immobilière à vocation sociale de l'Oise. Tandem Immobilier. Alors, qu'est-ce qu'une agence immobilière à vocation sociale? C'est une agence qui a pour mission que de venir répondre aux demandeurs de logement sur un territoire défini, en l'espèce l'Oise. Elle a d'autant le mérite d'exister car elle a pour orientation principale de venir allouer logement à des personnes qui sont en situation de précarité ou en grande précarité, voire en difficulté suite à accident de la vie. Pour être plus précise dans mon propos, nous connaissons de manière assez globale le bailleur social qui, lui, va gérer un parc public que l'on connaît plus principalement sous les noms des OPH et des HLM. Et puis, vous avez les administrateurs de biens, cabinets privés, qui ont pour mission que de venir répondre aussi, évidemment, à la demande du logement. La particularité de l'AIVS, c'est de gérer un parc privé, mais à vocation sociale. Pour ce faire, l'agence va bénéficier, comment dirais-je, de fonds publics à l'aide de subventions et de subsides, d'orientation dite étatique ou de collectivités territoriales telles que les départements et puis les régions, voire même sur un plan beaucoup plus local au titre des métropoles et, comment dirais-je, des agglomérations. Pour ce faire, vous entendez dans le titre agence immobilière, donc nous avons deux grands axes, deux grands champs qui sont composés évidemment de collaborateurs qui évolueront sur le champ de l'immobilier en appui d'un département de gestion locative, de comptables, d'un département technique et puis sur un tout autre axe davantage social, alors l'accompagnement social au sens où on peut l'entendre, où vous avez un service avec des travailleurs sociaux. Et la particularité de Tandem Immobilier, c'est d'avoir un appui complémentaire, un outil ô combien intéressant, qui est le service écologie. Mon prédécesseur, en la personne d'Hélène Bernard, a pu créer, il y a plus de 5 ans maintenant, eh bien, les premiers appartements pédagogiques donc, sur le territoire de l'Oise. Pour ce faire, elle a eu l'opportunité de rencontrer la Fondation Massif qui est venue s'inscrire dans un partenariat important puisqu'il a pu alimenter, il a pu en tous les cas apporter soutien financier dans la création de ce premier appartement. Nous avons été victimes de notre succès au cours de ces dernières années. Cet appartement s'est vu, en tous les cas, être sollicité en différentes thématiques et actions, dont Madame Noyel, qui en est la coordinatrice, viendra après moi vous en expliquer les missions. J'ai pris mes fonctions pour ma part en septembre 2018 et dans le cadre de mes prises de fonctions, j'ai été amenée à répondre à un appel à projet que l'on appelle l'action senior à domicile, qui a été initiée par un de nos bailleurs sociaux sur le territoire de l'Oise,
en l'espèce, qui est Oise Habitat. Oise Habitat a pour souci que de venir répondre et surtout aller aux demandes et aux attentes de ses locataires près de la classe d'âge 70 ans et plus, à savoir les accompagner sur un plan beaucoup plus technique, donc à demander à diagnostiquer en tous les cas les lots qu'ils occupent, mais aussi d'en avoir le souci sur un plan beaucoup plus social. Donc, suite à appel à projet auquel nous avons été retenus, j'ai eu le souci d'accompagner à mon tour, eh bien, écoutez, le demandeur qui est Oise Habitat et d'y greffer la CARSAT sur un volet encore beaucoup plus social. Donc, à l'origine, nous étions sur une convention dite bipartite, hein, elle est devenue tripartite. J'ai eu plaisir au cours de ces 2 dernières années que de rencontrer monsieur Patrick Martins, à qui j'ai fait évidemment l'éloge de cet appel à projet et qui tout de suite, le connaissant, n'a eu que plaisir quant à saisir en tous les cas cette opportunité, quant à nous offrir de nouveau un partenariat. Donc, je tiens à le remercier encore là aussi publiquement parce que Tribune m'est offerte. Merci à vous, Patrick, d'avoir pu, en tout cas, d'avoir su et vu la dimension qui était celle de venir à la rencontre de nos seniors sur le territoire de l'Oise. Alors, évidemment, sur un périmètre défini, parce que c'est le parc public porté par Oise Habitat, qui à ce jour, je tiens à préciser, connaît en tous les cas une réussite ô combien intéressante. Donc, en tous les cas, vous ne vous êtes pas trompé une fois de plus quant à vous asseoir et appuyer plutôt notre partenariat. Donc, cette action senior à domicile, c'est venir, comme je le disais en l'instant, répondre aux besoins, mais surtout aux attentes sur un plan technique et social des locataires. Ce diagnostic se traduit par la venue d'un de nos intervenants en lieu et place des logements, sur une durée d'1 heure et demie, à venir sonder, observer, en tous les cas, pas diagnostiquer, hein, pas auditer, je tends à préciser, parce que quand on dit audit, on est dans l'obligation que de donner préconisation derrière. Là, c'est vraiment un diagnostic. On restitue en tous les cas près du bailleur social et près de la CARSAT en leur champ respectif ce à quoi nous avons pu évidemment, en tous les cas, relever dans le cadre de notre passage en lieu et place de l'appartement. Donc voilà, donc nous souhaitions intervenir aujourd'hui pour appuyer, comment dirais-je, le partenariat qui nous lie depuis maintenant plus de 5 ans avec la Massif, la Fondation La Massif, étant à rappeler qu'ils nous ont accompagnés de manière appuyée à la création d'un des premiers appartements écologiques en France, qui, de par le succès que nous connaissons sur le territoire de l'Oise, se voit décuplé en 3 lieux aujourd'hui, car j'ai le plaisir d'annoncer à Patrick Martins que nous ouvrons une 3e antenne très prochainement sur notre territoire. Et là encore, c'est vu être accompagné par la Fondation La Massif au titre de cette action senior à domicile. Donc merci à vous. Nos administrés, nos concitoyens du territoire sont au fait de votre appui, de votre accompagnement financier et puis de conseils aussi, parce que nous avons été amenés à travailler conjointement avec Patrick, principalement me concernant, sur la seconde mission. Voilà, je vais laisser parole à Juliette Noyel, qui sera beaucoup plus à même, parce qu'en sa qualité d'opérationnelle et de coordinatrice du service, à vous expliquer quelles orientations et quelles sont les missions propres à écologie. Voilà, merci. Eh bien, on vous écoute, Juliette. Merci Madame Pinault. Bonjour à tous. Du coup, Juliette Noyel, coordinatrice et animatrice au sein des appartements du service d'écologie de Tandem Immobilier. Donc, je me permets d'intervenir pour faire la présentation des appartements pédagogiques. À savoir, ce sont de réels appartements qui ont été aménagés et qui sont donc occupés par le service pour pouvoir informer et puis sensibiliser autour du savoir habiter. Mais qu'est-ce que le savoir habiter tel que l'a Tandem Immobilier? C'est donc une intervention auprès de locataires, propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, mais aussi personnes hébergées, finalement tout administré du territoire, qu'ils soient hébergés ou même pourquoi pas résidents d'un foyer de jeunes travailleurs qui peut participer à ce type d'animation et d'intervention. Le service écologie propose des ateliers ludiques, mais aussi des visites pédagogiques et tout un tas d'animations autour du savoir habiter qui sont donc décuplées autour de différentes thématiques, à savoir l'environnement, la santé, mais aussi la sécurité, les droits et les devoirs du locataire, l'alimentation, la consommation et puis tout ce qui est autour aussi de l'aménagement et de l'occupation de son logement. Voici donc un petit peu la présentation des appartements pédagogiques. Donc il y en a 2 sur le territoire de l'Oise. Le premier qui a ouvert en 2016 à Nogent-sur-Oise, le second à Compiègne cet été, et puis donc le 3e qui va voir le jour prochainement.
Le service écologie, c'est aussi une action itinérante, à savoir en dehors des murs donc, des appartements pédagogiques et donc des antennes de tandem immobilier, puisqu'il y a aussi un appartement itinérant d'une surface de 30 mètres carrés sous forme d'une exposition qui représente donc les 4 pièces du logement pour pouvoir intervenir et sensibiliser le public aussi dans des zones pourquoi pas plus rurales et pour pouvoir se rapprocher donc, du public du territoire. Le service écologie aussi est amené à intervenir directement près de structures, au sein directement de leurs locaux, quand des partenaires peuvent nous en formuler la demande. Et puis, période de Covid oblige, nous avons été amenés donc, à proposer de nouveaux supports d'intervention, comme visio, conférence, et puis aussi le format vidéo. Voilà un petit peu pour une présentation rapide du service écologie. Je ne sais pas si certains ont des questions, mais n'hésitez pas à nous en faire part. Merci à toutes les deux pour cette intervention. Je vois dans le chat une question qui a été posée tout à l'heure, donc plutôt pendant l'intervention de Madame Pinault, pour connaître donc le montant total levé pour l'action senior à domicile. Alors, le montant, alors vous comprendrez bien que je suis tenue par des conventions. Alors, il appartiendra à M. Martins de faire état du montant qui nous a été alloué par la Fondation La Massif. Maintenant, les fonds alloués par Oise Habitat, le bailleur social en l'espèce et la CARSAT, je me vois en difficulté quant à y répondre de manière directe. Voilà, je le réitère, ça relève de convention. Donc, il est vrai que j'ai dû, en tous les cas, solliciter un ETP. Hein. Il y a un ETP qui est détaché sur 3 années pour répondre à cette action. Donc voilà, donc il y a un soutien en tous les cas, il y a une rémunération allouée par Oise Habitat et une subvention allouée par la CARSAT. Voilà. Je le réitère, il appartiendra à M. Martins de se positionner quant à ce sujet, à cette demande tout à l'heure au titre de son intervention. Je tenais toutefois, si vous me laissez parole quelques minutes, à appuyer, je ne suis pas suffisamment revenue sur les missions, en tout cas le fonctionnement de l'AIVS. L'AIVS est un label, je tiens à préciser, qui est délivré par la FAPIL, Fondation nationale, excuse-moi, Fédération nationale, qui dénombre à ce jour 45 AIVS sur l'ensemble du territoire hexagonal et outre-marin, et nous générons à peu près entre 35 000 et 45 000 logements. Étant à appuyer là encore que nous gérons un parc privé à vocation sociale. Hein, voilà. Donc, nous avons pour mission que d'aller capter du logement au titre de notre carte professionnelle d'administrateur de biens, d'aller chercher des mandats de gérance aux fins de répondre aux besoins sur nos territoires des demandeurs de logement. Voilà. La précision que je souhaitais rajouter. Très bien. On a une deuxième question, alors cette fois-ci peut-être plus pour Madame Noyel, sur la possibilité de visiter cet appartement pédagogique. Donc effectivement, il est tout à fait possible de visiter cet appartement pédagogique. Pourquoi pas organiser une rencontre en visio si vous le souhaitez, une visite rapide du bâtiment. Ouais. Un appartement qui est situé à Beauvais, c'est ça? À Nogent-sur-Oise et à Compiègne. À Nogent-sur-Oise et Compiègne. Très bien. Mais écoutez, merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat a priori. Donc, merci pour votre intervention et ce témoignage. Du coup, ça me permet de passer la parole à Patrick Marten. Patrick qui pourra peut-être répondre à la question de Geoffrey sur pas l'ensemble des fonds levés, mais le soutien, ce que représentait le soutien de la Massif auprès de Tandem Immobilier. Patrick, si tu veux bien te connecter. Alors, je suis connecté, je ne sais pas si tu m'entends. Oui. On t'entend, on te voit, très bien. Eh bien, c'est merveilleux. Bon, tout d'abord, merci de votre invitation et je tiens à remercier dans l'ordre la présentation tout à fait pertinente de Hugues concernant le fond et la tenue de cette réunion aujourd'hui. Remercier également, mais je pense qu'on ne l'a pas suffisamment fait, le travail de SAP qu'a fait Tristan sur cette réalisation. C'est un travail d'équipe. Je pense que la partie vraiment pédagogique d'approche des fondations est à remettre même
peut-être au niveau universitaire, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très très bien fait. Et quand je l'ai fait suivre à mes collègues dans les autres départements de France, ils ont été ravis de voir cet outil, et peut-être que ça leur donnera des idées pour un partenariat avec les CRES régionales dans d'autres territoires. Et puis bon, merci Madame Pinault, hein, de vos louanges en ce qui concerne le projet que nous avons soutenu, et si nous l'avons fait, c'est que la commission vous a complètement suivi dans ce que vous aviez réalisé en amont. Et moi, je suis transparent en ce qui concerne la fondation, puisque c'est tout à fait consultable sur notre site. Le support que nous avons octroyé pour le dernier projet d'un montant de 15 000 €. Voilà, je ne sais pas si ça te convient. Et puis, ce que je te propose, si tu en es d'accord, c'est de lancer le support que je t'avais préparé de façon à présenter rapidement, succinctivement, mais la fondation Massif et ses différents champs. Eh bien, je vois que tu as tout Ça fait, me c'est convient merveilleux. parfaitement au niveau de la réponse. Je pense que Geoffrey pourra indiquer dans le chat s'il a tous les éléments. Mais du coup, alors, on va pouvoir passer à ta présentation. Voilà, tout à fait. Alors bon, en ce qui concerne la fondation Massif, je vais vous la présenter rapidement. Tout d'abord, vous avez vu que j'ai rappelé les logos des partenaires présents aujourd'hui, et puis c'est un vrai plaisir d'être là pour vous parler très rapidement de la Fondation Massif d'une manière généraliste, et puis avec un petit focus local, si vous le permettez. Donc, si tu veux bien passer à la slide suivant. Je suis désolé hein, de te donner des instructions, j'ai horreur de ça, mais ça sera plus facile. Voilà. Donc, la fondation du groupe Massif, bien d'une manière générale, vous pouvez constater qu'elle a soutenu 124 projets sur l'ensemble du territoire français pour l'exercice 2019. Et je vous ai repris 3 exemples concrets sur des programmes qu'on appelle exemplaires au niveau des programmes qui sont au niveau national. Alors le premier, c'est Réseau Pouce, qui nous permet d'avoir une mobilité pour tous. Et tout à l'heure dans le chat, on m'a parlé également de Silver Geek, et un partenariat qui a été signé au niveau national, mais également au niveau régional. Donc Silver Geek qui lutte contre la fracture numérique pour les personnes en situation de précarité, les personnes âgées. Et puis enfin la corderie, là aussi il y en a une à l'île Fives, qui est un concept tout à fait louable de favoriser les échanges solidaires. Voilà, donc en ce qui concerne les chiffres, je ne vais pas vous faire la lecture puisque vous aurez la chance d'avoir le support par la suite. Ce que je vous propose, c'est de passer sur le focus en ce qui concerne la région, et qu'on va trouver sur le slide suivant. Et vous verrez qu'on a à disposition d'une manière quinquennale des fonds sur lesquels nous avons donc une liberté d'instruction par rapport à tes dossiers. Ces dossiers sont présentés en commission, et nous faisons du mieux que nous pouvons, puisque, comme vous pouvez le constater, lors du dernier quinquennat, entre 2014 et 2018, nous avons pratiquement dépensé la totalité de ce budget pour un soutien auprès de 78 structures qui sont réparties sur les 5 départements que compose notre très très belle région. Après, je suis moi complètement transparent, et puisqu'on parle de sous, bien je vous présente la partie budgétaire en ce qui concerne la fondation, et vous allez voir au slide suivant que ces budgets sont calculés d'une manière très simple, puisque si tu veux bien passer à la slide suivante, nous avons un calcul qui est fait par rapport au nombre de sociétaires et puis bien sûr au nombre de personnes recensées sur les territoires. Nous avons la chance d'avoir, en ce qui concerne le territoire de Hauts-de-France, le 4e budget qui se monte à 164 692,98 €. Voilà un peu ce que nous avons comme tous les ans, nous sommes bénéficiaires de cette somme qui est allouée. La particularité, c'est que si le budget n'est pas utilisé sur un exercice, il est reportable tout au long du quinquennat. Exemple concret, si je dépense 160 000 €, il me restera 4 000 € qui seront reportés à l'année d'après. Tout en sachant qu'au bout des 5 ans, si l'argent qui est alloué, si les subventions ne sont pas attribuées, elles retournent directement au groupe. Donc sur la slide suivant, vous allez pouvoir vous rendre compte que nous sommes extrêmement sollicités. J'ai pris en l'occurrence les 6 derniers exercices, en comptant pas 2020, mais je reviendrai après dessus. C'était exponentiel à partir de 2013, où on a à peu près à aujourd'hui entre 250 et 400 demandes par an. Nous soutenons entre 10 et 13 dossiers d'une manière tout à fait
ciblés, et vous allez comprendre plus tard dans mes explications que les dossiers qui ne sont pas forcément ciblés, et Hugues l'a très bien présenté au début, peuvent être également envoyés si on les trouve pertinents à d'autres fondations. Comme je me plais régulièrement à dire, il n'y a pas de concurrence au niveau des fondations, on se connaît tous, on s'apprécie tous, et on a chacun des champs d'activité et des champs d'éligibilité qui sont quelquefois différents, voire concordants. Et ma foi, quand on peut aider une structure qui a de la pertinence au projet, mais qu'on ne peut pas répondre parce que ça n'est pas dans nos critères d'éligibilité, eh bien on le fait systématiquement. Dernièrement d'ailleurs, et je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, mais la Fondation Neuroto m'a envoyé un dossier, et c'est régulièrement le cas également de beaucoup de fondations que vous retrouvez dans ce livret qui est très bien fait. Et je ne vais pas tous les citer, mais je ne voudrais pas oublier la Caisse d'épargne ni le Crédit Agricole. Je parle de leur fondation, hein, évidemment, avec qui on a des rapports extrêmement privilégiés, et d'autres encore. Voilà globalement. Et puis aussi, oui, c'est vrai, Hugues, tu as raison, je l'avais noté, je pense que c'est très important, la Fondation des Lumières et la Fondation Opal, avec qui on a des rapports aussi qui sont encore, je dirais, plus forts, puisque nous essayons de travailler ensemble sur des projets qui sont impactants sur leur territoire. Voilà globalement en ce qui concerne les demandes que nous avons. Je vais vous présenter par la suite 3 cartographies qui viennent un petit peu alimenter ce que je viens de vous dire. La première concerne donc ce qu'on a pu soutenir sur 2018. Vous voyez que la diversité des projets se situe à peu près sur l'ensemble des territoires. On a simplement, et ça depuis de nombreuses années, on le retrouvera sur le slide suivant aussi en 2019, l'Aisne qui malheureusement nous sollicite pas trop souvent. Alors pourquoi? Est-ce que c'est spécifique au département de l'Aisne? Est-ce que la communication que nous espérons la meilleure possible n'est pas suffisante? Beaucoup de questions se posent, mais quoi qu'il en soit, sur les 2019 et également 2020, nous avons un projet sur le slide suivant. Nous avons un projet par an qui vient de l'Aisne. Et nous essayons, à la demande de la commission Fondation des Hauts-de-France, de diversifier je dirais, l'étendue de nos aides, de façon à avoir une cartographie qui soit, on va dire, raisonnable. Parce que si on voulait, on pourrait répondre que sur les grosses métropoles. Et ce n'est pas vraiment la volonté de la Fondation, c'est le but principal étant d'apporter une réponse sur un territoire, qu'il soit urbain ou rural, à une problématique qui n'est pas résolue. Voilà globalement en ce qui concerne la partie cartographie. Je vais vous parler après du nouveau quinquennat, le nouveau quinquennat qui a été lancé dès 2019, qui comprend, et vous le verrez sur la slide suivante, une stratégie qui correspond je dirais, aux valeurs mutualistes du groupe Massif, mais également du groupe AMA, hein, puisque maintenant, comme vous n'êtes pas sans le savoir, on est un très gros groupe, Aesio, Massif, groupe AMA. On est sur un champ qui concerne l'autonomie, le pouvoir d'agir, notre volonté d'accompagner les personnes tout au long de leur vie. Alors, la Fondation, elle intervient dans des projets qui sont avec des réponses qui sont bien sûr essaimables, qui sont durables et pérennes. Dans les sollicitations que j'ai, beaucoup de projets sont quelquefois pertinents, mais pas forcément pérennes, voire non innovants. Et donc, quand je dois expliquer aux personnes qu'ils n'auront pas le soutien de la Fondation, c'est pas toujours très facile et pas très bien perçu, mais mes arguments faisant poids, je pense qu'au bout d'un certain temps, ils le comprennent. Ce qui nous intéresse, nous, je pense qu'au fil du temps, on a une expertise, c'est surtout la pérennité du projet. Beaucoup de personnes ont des projets sur lesquels ils n'ont pas forcément la notion, comme l'a précisé Hugues en préalable au niveau de notre réunion, la notion du risque financier qu'ils peuvent avoir par rapport à un projet. Si on passe à la slide suivante, donc nos champs d'éligibilité, ce sont le domaine de la santé, le domaine de l'habitat, le domaine de la mobilité, et puis la finance solidaire. Je vais rentrer un peu dans le détail à chaque fois, et j'ai repris volontairement dans les slides qui vont venir des structures avec qui nous avons travaillé dans ces domaines-là. Dans le domaine de l'habitat, nous travaillons sur la partie environnementale, et puis eh bien nous travaillons là en l'occurrence avec une structure qui s'appelle Solia, qui lutte contre l'habitat indigne et la précarité énergétique à travers un truck, un véhicule qui se déplace dans le département du Pas-de-Calais, mais également dans le département de l'Oise, pour essayer de trouver des réponses pour les personnes qui sont en situation de précarité énergétique.
La structure qui travaille sur l'autonomie par le logement, vous l'avez entendu, je pense que vous avez vu à travers ces propos la pertinence de notre soutien par rapport à cette structure qui répond à travers différents programmes à des réels besoins et avec une pédagogie et une approche qui est tout à fait innovante par rapport à ce qu'on pouvait connaître sur leur territoire auparavant. Ensuite, si on passe dans le domaine de la santé, nous essayons d'apporter des solutions tout au long de la vie par rapport à des personnes qui sont en situation de problème de mobilité corporelle ou autre. Nous travaillons en l'occurrence avec Myriad, qui est une structure qui apporte des solutions pour rendre les personnes les plus autonomes possibles dans une situation de handicap en leur allouant des logements dédiés et avec un accompagnement avec des travailleurs sociaux. Et puis après, on est dans le champ de la santé et de l'environnement. On a travaillé avec Laurence Admont, pardon, j'avais un trou de mémoire, avec Laurence Admont qui s'occupe de la roulotte multisensorielle sur les territoires du littoral, mais qui vient à aujourd'hui même jusque dans le territoire des territoires miniers et qui donc propose des alternatives aux perturbateurs endocriniens que nous connaissons avec une sensibilisation différente au niveau de la santé et puis une forte préconisation sur l'alimentation saine. Si nous passons au slide suivant, sur la partie de la finance solidaire, nous avons, là c'est un peu plus compliqué, nous avons peut-être un peu moins de sollicitations dans cette thématique-là. Nous avons 2 partenaires avec qui nous travaillons régulièrement. Alors j'ai mis France Active parce qu'en fait nous travaillons avec les fonds territoriaux. Je ne voudrais pas faire d'ombrage ni à l'un ni à l'autre, à savoir Nord-Pas-de-Calais Actif ou Nord-Actif. Nous travaillons avec eux sur des aides par rapport à la création d'entreprises innovantes socialement dans les territoires prioritaires de la ville. Et puis nous avons également travaillé, et ça pendant la crise de 2020, avec My Money Help, qui est une plateforme de crowdfunding associatif de l'ESS. Voilà globalement en ce qui concerne la finance solidaire. Nous avons un champ ensuite qui s'appelle le champ de la mobilité et donc avec un leitmotiv d'accessibilité aux services essentiels. Dans ce champ, il y a 3 axes. La mobilité inversée pour pouvoir permettre aux personnes d'accéder à des services essentiels ou éventuellement même à de la culture, ce qui est le cas avec Harmonia Sacra, qui est un bus itinérant qui offre la possibilité aux personnes soit du monde rural, soit éventuellement des personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir accéder à des représentations de type opéra, de pouvoir les recevoir. Nous travaillons également avec la mobilité solidaire avec Synergie Active. Synergie Active qui est un garage solidaire qui est situé dans le territoire de l'Oise. Et puis enfin, la mobilité durable et l'autonomie des personnes qui est là en l'occurrence l'apprentissage et l'autonomie grâce à la mobilité douce et durable. Et nous travaillons avec Bus à Biclou, qui est une structure qui se trouve sur Roubaix et qui propose l'entretien et la réparation de vos 2 roues non motorisées. Voilà en ce qui concerne la mobilité. Alors vous allez me dire, ben oui, c'est sympa, mais comment on peut vous solliciter, Monsieur Martin? Vous allez voir dans le slide suivant. Nous avons la possibilité vous avez la possibilité de nous solliciter à travers, si tu veux bien passer à la slide suivante, s'il te plaît, 5 possibilités. La première, c'est, je dirais, classique, ce qu'on connaît tous, c'est-à-dire en ligne, à travers le site qui est donc www.fondationmassif.org, je précise bien, par la voie postale traditionnelle, à travers, je dirais, auparavant, c'était des réunions informelles. Aujourd'hui, ce sont des webinaires. Donc, vous pouvez également me solliciter à travers ce nouveau moyen de communication. À travers nos délégués, les délégués sociétaires, dont c'est bientôt, et c'est d'ailleurs les élections ont commencé là dernièrement, qui peuvent m'interpeller en disant, voilà, j'ai reçu à travers un courrier, à travers une sollicitation, une demande, est-ce que tu peux la regarder? Et puis enfin, à travers nos points d'accueil. Quelles que soient les possibilités, il y a toujours une analyse qui est faite. Et donc, on répond toujours aux porteurs de projets. On demande quelquefois des éléments qui sont, comme l'a dit tout à l'heure Tristan, des éléments qui sont importants pour nous, à savoir par exemple, je dirais la composition du conseil d'administration, l'objet social de la structure, voir si on a adéquation avec le projet, et puis d'autres éléments. Ensuite, nous rencontrons et nous construisons un dossier. Alors, si on résume tout ça, je ne vais pas prendre trop de votre temps. La Fondation Massif, et vous allez le voir également sur le slide suivant,
Elle agit avant tout, on essaye d'agir pour la transformation sociale. On essaie d'agir aussi pour rendre le plus d'autonomie, je dirais, au public qui est visé, au public qui est ciblé. On essaie de trouver aussi des structures qui travaillent, comme c'est le cas avec Madame Pinault, avec directement les bénéficiaires. Donc, on travaille vraiment pour essayer de trouver des solutions sur les domaines que nous avons vus. Et puis enfin, ça sera également sur la slide suivante, on essaie de trouver des projets, des programmes qui marchent et qui sont pertinents sur des territoires bien ciblés et dans un but, c'est de les diffuser largement. Si demain, pour une raison X, Y ou Z, Madame Pinault venait à changer d'horizon et partir sur une autre région tout en continuant ses belles fonctions, elle pourrait peut-être partir avec ses bagages sur ce qu'on a fait ici dans les Hauts-de-France pour pouvoir le proposer sur un autre territoire. Et ça serait avec grand plaisir que, je dirais, mes collègues d'autres régions l'accueilleraient. Et puis, ce qui est important, et je pense que là, vous l'avez bien compris à travers ma présentation, c'est qu'on essaie d'agir pour l'intérêt général, pour essayer de trouver une société qui inclut tout le monde, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des ruraux, les urbains, les femmes, les hommes, et que ce soit également les valides ou les personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, donc je pense que je vous ai présenté d'une manière très rapide. Alors, quelquefois, les films sont plus intéressants que des longs discours. Alors, ce que je vous propose, et j'ai envoyé un petit film à Stéphane, c'est qu'il clique sur le bouton, qu'il envoie le film, et puis après, je suis à votre disposition pour toute question si vous le souhaitez. Le temps qu'il fasse la manipulation magique. C'est ça, le temps de démarrer à nouveau le partage. Peut-être peux-tu répondre à la question qui était posée dans le chat concernant les deadlines des appels à projets. Alors nous, on ne travaille pas sur les appels à projets. Excusez-nous, on ne travaille pas sur les appels à projets. On a 4 commissions par an. Ces commissions sont composées d'élus de sociétaires. Donc, ce sont les personnes qui vont être choisies et élues ici pendant la période de vote de délégués entre le 22 mars et le 16 avril. Nous avons 4 commissions. Alors, l'instruction d'un dossier, et Madame Pinault pourrait vous le confirmer, ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre également au-delà de 6 mois. Ça dépend du dossier, de savoir où on se situe par rapport à ce qu'on veut vraiment en faire. Et puis, on reçoit ça au fil du temps, on regarde, on analyse, et puis on positionne ça dans les 4 commissions qui se tiennent tout au long de l'année. On en a globalement une, et c'est logique, tous les 3 mois. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. En ce qui concerne la Fondation Massif qui soutient les projets PINS, oui. Eh bien là-dessus, c'est pareil. Il y a ce qu'on appelle là, c'est la fondation au niveau du groupe, et ça se passe donc sur le site que je vous ai cité, c'est-à-dire www.fondation-massif.org. Il y a tous les ans un appel à projet PINS et vous devez répondre à l'appel à projet qui se fait donc avec, en l'occurrence, l'AVISE, et on travaille en complémentarité. Il y a des structures qui répondent, qui sont choisies. Il y a un jury qui délibère et qui choisit les structures qui seront accompagnées. Donc là, dernièrement, les projets ont été, les porteurs de projets ont sollicité par rapport à cet appel à projet avec les vises qui s'appellent donc les projets PINS. Et nous avons, je n'ai pas encore les réponses pour vous donner les structures qui sont, enfin je les ai, mais j'ai pas le droit de vous les donner pour l'instant. Et il y avait juste aussi une autre petite question sur la possibilité d'obtenir des fonds de France Active, sachant que vous les financez, en parallèle des fonds de la Fondation. Oui, alors je pense que Hugues l'a précisé au départ, c'est-à-dire que dans les budgets prévisionnels, dans les plans de financement, s'il y a plusieurs acteurs, c'est toujours mieux. Que la structure ait recours à des produits de France Active, moi ça ne me gêne en aucun cas, au contraire. Qu'elle ait recours également à d'autres fondations, qu'elle ait recours à un système bancaire classique. Hein. Là, je pense qu'il y a beaucoup de banques qui peuvent également aider des structures, soit au lancement, soit au développement, soit au niveau de la pérennisation. Il n'y a aucun souci. C'est pas parce que vous aurez eu l'aide de l'un de l'autre, et en l'occurrence de France Active, par l'un de ces 2 fonds, que je dirais, écoutez, non, je ne vous aide pas. Est-ce que j'ai été clair dans ma réponse? Je pense que tu as été très clair. Du coup, c'est le moment pour moi de démarrer le petit film. Hop, on va passer tout de suite en plein écran. Et donc c'est parti pour à peu près 2 minutes de vidéo.
Il y a quelques mois, Sophie a eu une idée. Faire de l'huile de moteur avec de l'huile de friture. Génial, non? Après avoir mis son idée en pratique, elle en a fait un projet. Et Sophie se disait même qu'elle aiderait les gens à se déplacer pour moins cher et en polluant moins. Le projet a mûri et Sophie s'est décidée à le faire grandir. Elle s'est donc mise à la recherche de personnes pour l'accompagner, de partenaires et de financement. Avec son bâton de pèlerin, elle a commencé par sonner à toutes les portes. Et à force de s'entêter, elle a fini par toquer à la bonne, la nôtre. Oh, excusez-moi, je ne nous ai pas présentés. Oui, bonjour Sophie. Nous, c'est la Fondation Massif. Chaque année, nous aidons près de 180 porteurs d'initiatives remarquables. Des idées qui apportent des solutions dans les domaines de la santé, de l'habitat, de la mobilité et de la finance solidaire. Des projets innovants, souvent locaux et parfois réplicables à grande échelle. Des projets comme celui de Pierre et son épicerie sociale sur un campus étudiant, de Karim et ses maisons conteneurs, ou encore de Lisa et son bus médical qui sillonne les campagnes. Des projets solidaires en somme. Nous les accompagnons financièrement, mais pas que. Nous nous investissons à leur côté, on veut que ça marche, nous, que ça grandisse et que ça dure. Alors, quand on sent qu'on connaît quelqu'un qui peut les aider à avancer, on fait les présentations. Depuis 1993, à la Fondation Massif, c'est plus de 4200 projets que nous avons accompagnés. À chaque fois, c'est un vrai bonheur de voir ces idées devenir des projets, puis ces projets prendre vie et répondre aux besoins des gens. Alors, merci à Sophie, Karim, Lisa et Pierre, et continuons ensemble à entreprendre le monde de demain. Un monde plus juste et plus durable. Voilà, merci Stéphane. Alors, je vois sur le chat, hein, je reprends volontairement la parole, que vous parlez de GECO. Ben, écoutez, je pense que vous devez le savoir, GECO a été aidé par la Fondation Massif il y a quelques années, je dirais pratiquement au lancement, par rapport justement à cette critère qui n'est plus d'actualité de nos jours. C'était dans le champ environnemental et je dirais les énergies autres que celles que l'on connaît classiques. Un dernier point, Stéphane, si tu le permets, sachez qu'en 2020, nous avons connu une période qui était très particulière. On a été sollicité d'une manière exponentielle à travers soit les appels téléphoniques, soit à travers nos mails. Nous avons essayé de faire face le plus rapidement possible à des besoins de structures qui n'étaient pas forcément dans nos champs d'éligibilité. Le conseil d'administration composé d'élus au niveau du groupe a décidé d'élargir, et ce jusqu'à la fin de l'exercice 2020, les champs d'éligibilité. On a aidé beaucoup de structures qui faisaient face à la précarité, pour les étudiants, par exemple, qui étaient en difficulté pour pouvoir prétendre à une alimentation correcte, mais également les Restos du Cœur, les hôpitaux de France, etc. Donc, on a pas mal travaillé. Je dirais qu'on a même beaucoup travaillé pendant cette période en essayant de répondre à cette pandémie d'une façon ou d'une autre. Et je pense que c'est le cas de toutes les fondations que vous avez pu et que vous allez retrouver dans ce magnifique ouvrage qui a été réalisé par Tristan. Et l'ensemble des fondations a été extrêmement sollicité pendant cette période-là. Et croyez-moi, on a fait du mieux qu'on pouvait. Alors, on n'a pas forcément fait que des heureux, mais le peu qu'on a pu en faire, ça nous fait également un immense bonheur en ce qui me concerne. Voilà, j'ai terminé. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que le film a été plus parlant que mes propos. Stéphane, est-ce que tu es là? Allô, allô? Oui. Oui. Merci Patrick pour ta présentation. Ça a été très clair et les personnes qui ont posé des questions, a priori, ont obtenu leur réponse. Donc, on est sur quelque chose de très, enfin, qui était attendu et pour lesquels les réponses ont été apportées. Alors, si tu veux, je mets pour tous mon adresse mail. Comme ça, si jamais, parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui allaient me solliciter du beau département de l'Aisne, vous m'envoyez directement le mail sur le mail que je vais vous inscrire. C'est exceptionnel, sinon je ne le mets jamais. Allez, passez une bonne fin de matinée, je reste avec vous, bien sûr.
Est-ce que tu m'autorises, Patrick, à diffuser également, parce qu'il y a des personnes qui étaient inscrites et qui n'ont pas pu être présentes ce matin, à diffuser dans les ressources ton mail, ou c'est uniquement pour les personnes qui sont présentes là aujourd'hui? Ah non, non, attends. Alors, si je ne m'abuse, je pense que Tristan, il a fait ça dans les règles de l'art. On a nos coordonnées quelque part sur. Mais il n'y a pas de problème, hein. Si les personnes veulent avoir mon mail. Alors, je ne réponds pas. Comment dire? Je réponds pas comme un VPCiste connu de la région sous 48 heures. C'est pas possible. Je réponds quand j'ai le temps et je réponds à tous les mails que j'ai. Mais ça sera avec grand plaisir. Je vous mets mon adresse mail. Par contre, le numéro de téléphone, sauf certains privilégiés, mais vous ne l'aurez pas. Je suis absolument navré. Ça peut très bien se comprendre. Ben, merci beaucoup, Patrick. Donc voilà, vous avez eu cette présentation des outils, notamment donc des fondations qui peuvent vous aider dans le montage, l'accompagnement et le financement de vos projets. On a souhaité également faire un petit focus pour les dernières minutes, hein. Ça va être une présentation assez rapide par rapport au fonds de l'ADEME. L'ADEME qui est un des partenaires de la CRES, hein, depuis 2 ans maintenant, et qui intervient sur le champ de la transition écologique et solidaire, et qui, dans le cadre du plan de relance, a abondé ces fonds de manière exceptionnelle pour soutenir les différentes initiatives de l'ESS. Donc, je vais vous présenter ça très rapidement pour éviter qu'il y ait de la frustration pour vous. Sachez que effectivement cette présentation, elle vous sera transmise par la suite avec toutes les ressources, et que vous allez avoir les coordonnées également de l'ensemble de l'équipe de l'ADEME dans les Hauts-de-France. Et en fonction du sujet qui vous intéresse, vous aurez la possibilité effectivement de contacter directement ces personnes pour accéder aux différents fonds. Alors là, vous voyez en tout petit, donc ça va poser un petit problème. Je vais juste faire la manipulation pour, voilà, agrandir la présentation. Et là, c'est OK. Donc l'ADEME, alors pour les personnes qui ne connaissent pas l'ADEME, on est sur une agence d'État donc dédiée à la transition écologique et solidaire. Donc au niveau des Hauts-de-France, la transition énergétique et écologique à travers différents domaines grâce à la mise en œuvre de politiques publiques, hein. Donc on va être sur toutes les questions relatives au changement climatique, à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, la mobilité, l'économie circulaire et la préservation des sols et de la qualité de l'air. Donc, vous voyez que par rapport à ces différents sujets, un certain nombre d'entre eux concernent des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et donc vous aurez cette possibilité de vous faire accompagner financièrement par l'ADEME. 3 mots-clés pour expliquer rapidement ces missions et ces interventions. C'est le développement d'expertise, la prospective et l'accompagnement. Pour vous donner quelques chiffres de ce qui s'est passé au niveau de l'ADEME, donc au niveau de 2020, sur le champ du réemploi, je ne vais pas vous donner l'ensemble des chiffres, hein, parce que voilà, vous les lisez aussi bien que moi, mais ce qui est intéressant pour vous dire qu'on est sur un champ très important pour les structures de l'ESS, hein, c'est le nombre d'emplois en équivalent temps plein. C'est-à-dire que l'ADEME, à travers son soutien pour le réemploi, c'est 34 000 ETP pour l'ensemble du secteur du réemploi, et 21 000 de ces emplois qui sont intégrés à des structures de l'économie sociale et solidaire et à des associations caritatives. Par rapport au développement du fonds d'urgence, on a évoqué l'année 2020 un peu particulière du fait de la pandémie mondiale, donc de Covid-19. Il y a plusieurs dispositifs qui ont été mis en place par le Haut Commissariat, avec l'appui donc du réseau France Active, du réseau du DLA, avec l'ADEME en partenariat. Donc c'est 100 structures qui ont pu être accompagnées au niveau national à travers cette aide d'urgence pour un montant de 5 000 € par structure.
et également un dispositif qui concernait les structures de plus de 3 salariés qui étaient pilotés en direct par l'ADEME et qui a pu accompagner une trentaine d'organisations dans les Hauts-de-France. L'enveloppe nationale était de 9,5 millions d'euros avec une enveloppe dédiée pour les Hauts-de-France à hauteur de 585 000 euros. Donc on est sur un montant qui n'est pas négligeable et avec une vraie capacité d'appui au rebond pour ces organisations. Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez les actions qui ont été fléchées par l'ADEME avec une enveloppe d'environ, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été débloqués dans le cadre du plan France Relance. Donc c'est 2,5 fois le budget de l'ADEME en temps normal. Donc il y a un véritable effort fait sur la question de l'écologie pour moderniser, arriver à avoir de nouveaux projets et faire en sorte que cette question ne soit pas une question marginale. Très rapidement, vous voyez que sur les différents fonds qui sont développés au niveau de l'ADEME, on a 2 très grands fonds sur la décarbonation de l'industrie et donc sur le procédé et la chaleur bas carbone. Et la 3e ligne de ce budget, c'est le renforcement du fonds économie circulaire, sur lequel les structures de l'ESS vont émarger. Donc vous voyez, c'est 500 millions d'euros sur plus de 2 milliards d'euros qui sont consacrés à cet effort-là, qui sont accessibles aux acteurs de l'ESS. Donc, ce que j'ai expliqué, effectivement, 500 millions d'euros en plus du fonds économie circulaire traditionnel. Donc, sur une première aide, il y en a 3 aujourd'hui. La première aide, elle est de 84 millions d'euros au total pour la modernisation des centres de tri et de recyclage. Donc, vous voyez, on va être sur une mesure qui va permettre d'accélérer le déploiement du tri sélectif et également de moderniser les équipements des différents centres de tri de manière à booster les investissements et en faire un champ compétitif dans le tri des différents déchets. Sur cette slide, vous voyez qu'on est sur un volet modernisation qui est obligatoire du fait de l'extension des consignes de tri sur l'ensemble du territoire national à tous les plastiques. Aujourd'hui, on avait certains contenants et certains éléments plastiques qui n'étaient pas triés. D'ici 2022, sur l'ensemble du territoire national, on va être sur le traitement de l'ensemble des déchets plastiques et de ce fait, il y a besoin pour les différents centres de tri et de recyclage de moderniser leurs installations pour répondre à cet enjeu. En termes de bénéficiaires, vous les avez indiqués sur la slide, ce sont les collectivités territoriales, les entreprises privées du secteur du déchet et les organisations qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire. Voilà pour ce premier fonds. Un deuxième fonds qui a été augmenté cette fois-ci à hauteur de 61 millions d'euros pour l'investissement pour la réduction, le réemploi ou la réparation, développement de solutions de substitution. Donc c'est une mesure qui permet le développement d'une offre de réemploi et de réutilisation, y compris pour les activités de réparation, en accompagnant le secteur en réponse aux besoins de développement des structures et acteurs, quels qu'ils soient. Et bien évidemment des acteurs de l'ESS qui sont dédiés à la lutte contre les invendus. Donc en termes de bénéficiaires, les acteurs de l'ESS et la contrepartie, c'est qu'effectivement on ne va pas être uniquement sur une aide descendante financière, mais il y aura un véritable engagement demandé auprès des structures de l'ESS qui s'engagent sur ce volet-là pour développer les compétences des personnes et réussir à créer des emplois sur les différents territoires dans ces secteurs d'activité. Donc, je vais passer très rapidement sur les différentes mesures qui sont indiquées sur cette slide pour passer tout de suite à la troisième enveloppe qui contient cette fois-ci 100 millions d'euros supplémentaires pour le soutien à la collecte et à la valorisation des biodéchets.
Effectivement, donc c'est une mesure qui va permettre de soutenir les investissements, encore une fois, pour la collecte de tri des déchets, des installations pour le traitement des biodéchets. On a beaucoup d'acteurs de l'ESS qui récupèrent des huiles de friture, des éléments, comment dire, déchets de la restauration. Donc voilà, c'est un volet qui, à mon sens, peut être intéressant effectivement à mobiliser pour pas mal d'acteurs. Et encore une fois, en termes de bénéficiaires, vous voyez que c'est partagé, c'est ouvert à tous. Collectivités territoriales, les entreprises privées du secteur des déchets, de la distribution et de la restauration. Donc, c'est avec cette possibilité, donc, pour les acteurs de l'ESS, d'émarger également sur cette ligne. On va être sur un soutien à chaque fois. Donc là, c'est pour la partie biodéchets, mais pour l'ensemble des 3 Z, un soutien aux investissements. Donc là, on va être sur la possibilité d'acquérir des équipements de collecte ou des équipements liés à l'hygiénisation, aux emballages, à la méthanisation, au compostage des biodéchets. Quelques liens utiles pour retrouver ces différentes aides et les avoir en détail, hein. Nous, au niveau de la CRES, on se fait porte-parole de l'ADEME aujourd'hui, donc on n'aura pas les réponses à toutes les questions, mais vous allez déjà pouvoir creuser un peu sur ces différents dispositifs à travers les liens qui s'affichent sur cette slide. À savoir également que en novembre 2021, pendant le mois de l'ESS, vous avez la semaine européenne de la réduction des déchets dans lequel un certain nombre d'événements vont s'organiser pour valoriser et communiquer sur les possibilités et les obligations quant à la réduction des déchets sur nos différents territoires. Et vous avez également un lien, une adresse qui vous permet de déposer vos projets donc sur la plateforme développée par l'ADEME pour accéder directement à ces différents fonds. Sur la slide suivante, vous avez l'organigramme de l'ADEME en Hauts-de-France avec les différents correspondants en fonction des secteurs d'activité qui sont développés. Vous avez le nom et le prénom de chaque personne et vous voyez en bas de votre écran à gauche, vous avez le modèle type d'adresse mail pour vous adresser directement à eux. Je prends l'exemple de Madame Tison qui est la coordinatrice du pôle économie circulaire. Son adresse mail, ce sera donc marie.tison@adem.fr. Voilà, c'est important de bien avoir ça en tête, hein. Ces personnes sont très demandées. Il y a une vraie attente vis-à-vis des acteurs vis-à-vis de l'ADEME par les acteurs de l'ESS. Mais si vous les sollicitez, vous aurez quoi qu'il arrive une réponse par rapport à vos questions. Et on vous conseille fortement de prendre un contact avec ces personnes avant de déposer votre demande de financement, voilà, de manière à ne pas taper à côté et à gagner du temps surtout. Et voilà, donc je vous ai donné l'exemple de Madame Tison, qui est notre correspondante au niveau de l'ADEME, donc pour la CRES, et donc le relais au niveau des Hauts-de-France. Donc, je vous invite à aller sur leurs différents sites, réseaux sociaux pour savoir un petit peu ce qui se passe et toutes les actualités liées à l'ADEME et aux fonds qui sont développés dans le cadre du plan de relance. Alors, une question sur l'ADEME peut-elle soutenir les associations au sens des entreprises de l'ESS, uniquement les entreprises? Les associations sont des entreprises au sens européen du terme et de ce fait-là, l'ADEME peut les soutenir. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas le statut juridique qui va être limitant. On n'est pas uniquement sur des sociétés commerciales de l'ESS également qui peuvent être soutenues. Les associations, quelles qu'elles soient, peuvent mobiliser l'ADEME à partir du moment où le projet qu'elles portent correspond aux lignes disponibles au niveau de l'ADEME.
Donc voilà pour la présentation que je pouvais vous en faire. Il est 11h30, ça me permet de conclure cette matinée. J'espère que les différents contenus qui vous ont été proposés, présentés, vous auront aidé à y voir plus clair sur la possibilité de soutien de la part des fondations, mais également la possibilité de soutien au niveau de l'ADEME. L'ensemble des ressources vous seront transmis d'ici quelques jours. Voilà, vous allez recevoir. Soyez bien attentifs dans vos boîtes mail. Attention aussi à vérifier dans vos spams, on ne sait jamais. Mais voilà, l'ensemble des participants recevront l'ensemble des ressources. Et il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des intervenants, Hugues en tant qu'administrateur de la CRES, Patrick pour la Fondation Massif, Madame Pinault, Madame Noyel pour Tandem Immobilier et Tristan Lomège qui est donc chargé de mission à la CRES, qui a fait un remarquable travail sur l'actualisation de ce guide des fondations. On reste disponible, vous avez nos coordonnées également si vous souhaitez échanger avec nous, si vous avez des questions par rapport à vos différents projets. On reste ouvert à tout échange avec vous. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à très bientôt. Une bonne journée, au revoir.